MK-Ultra, c'est le nom de code du projet de manipulation mentale de la CIA. Il est dirigé par un scientifique de l'agence, le docteur Sidney Gottlieb. Ce chimiste, également psychiatre militaire, a participé à plusieurs opérations secrètes menées à l'insu du gouvernement. En 1954, il conduit une série d'expériences pour contrôler l'esprit d'un agent à l'aide de l'hypnose et faire de lui un assassin. La conclusion est claire, la manipulation mentale fonctionne. Voici le dossier concernant les expériences sur l'hypnose menées le 10 février 1954. Ce document décrit les terribles essais menés par les scientifiques de la CIA. Il s'agit là d'une expérience conduite sur une femme qui a été programmée sous hypnose. On lui a donné l'ordre de tirer sur quelqu'un. Habituellement effrayée par les armes à feu, cette femme accepte sous hypnose de saisir un revolver. On la conduit dans une pièce où se trouve une autre femme apparemment endormie. Le sujet sous hypnose reçoit l'ordre de réveiller la femme par tous les moyens possibles. Si elle ne se réveille pas, le sujet doit la tuer. On lui a expliqué que dans le cas où la femme ne se réveillerait pas, elle devrait se mettre en colère et la tuer. Mademoiselle X a suivi toutes les instructions et a tiré sur Madame Y. On lui a expliqué qu'à son réveil, elle n'aurait aucun souvenir de cette expérience. Et en effet, d'après ces documents, elle ne se rappelait de rien. Une fois réveillée, Mademoiselle X a refusé de saisir l'arme qu'on lui a tendue. Elle a nié avoir commis les actes décrits précédemment. D'autres expériences ont montré que tout le monde ne réagissait pas forcément à l'hypnose. Par la suite, la CIA a conduit des tests à partir de psychotropes. Will you drink it? You're doing fine. Just try to describe it. Oh, you don't know. You want to give yourself. You want to give yourself as much as you can. L'hallucinogène utilisé est peu connu à cette époque. Il s'agit du LSD. Les premières expériences sont menées sur des volontaires rémunérés. La CIA craint que les résultats ne soient faussés parce que les sujets savent qu'ils ont pris une drogue. Les scientifiques demandent donc à des employés de l'agence de glisser du LSD dans les verres de leurs collègues. Sept mois après le début des essais, le responsable du projet MK-Ultra assiste à une réunion de la CIA dans le Maryland. Dans sa valise, il emporte du LSD. Frank Olson, un scientifique qui mène des expériences sur les armes biologiques, participe aussi à cette réunion. Après le dîner, quelqu'un verse du LSD dans son verre. Quelques heures plus tard, la drogue commence à faire effet. C'est l'engrenage. Olson est victime d'un épisode psychotique violent. La CIA explique à sa famille qu'il a fait une dépression nerveuse. Frank Olson ne saura jamais qu'on lui a administré du LSD. 5 jours plus tard, il fait une chute mortelle depuis le 10e étage d'un hôtel de New York. Sa famille n'apprendra la vérité que 20 ans plus tard.
Les Olson ont découvert ce qui s'est passé dans un rapport de la Commission sur les activités de la CIA publié en 1975. Quelques paragraphes traitent de ces événements. Une enquête interne est menée pointant du doigt les agissements de Sidney Gottlieb. Il ne sera jamais sanctionné. En 1976, la famille Olson reçoit 750 000 $ de dédommagement. Le président Ford lui présente ses excuses. Malgré cette tragédie, la CIA continue de mener des tests sans en avertir les cobayes. Certaines expériences vont particulièrement loin. Un agent du MK Ultra du nom de George White s'est rendu dans différents postes de police de San Francisco pour recruter des prostituées qui avaient été arrêtées. Il leur a proposé, contre rémunération, de séduire des hommes dans des bars et de les conduire dans une planque de la CIA. Ensuite, elles devaient avoir des relations sexuelles avec eux et leur donner du LSD pendant l'acte. Des agents de la CIA observeraient la scène derrière une glace sans teint. Une fois encore, les résultats varient beaucoup d'un sujet à l'autre. Après ses essais avec le LSD, la CIA va mener une dernière expérience de manipulation mentale, la plus cruelle de toutes. Dans la trilogie Jason Bourne, la CIA fait subir un lavage de cerveau au héros pour faire de lui un assassin capable de tuer sur commande. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'agence de renseignement a bel et bien mené des expériences de ce type. Des médecins de la CIA ont même conduit des tests à l'insu des sujets choisis. Certains ont perdu la mémoire ou ont eu d'affreux cauchemars, comme Jason Bourne. Leurs cobayes étaient des patients d'hôpitaux psychiatriques. Les personnes souffrant de maladies mentales font de bons sujets d'expérience parce qu'elles sont privées de leurs droits, déresponsabilisées. Il est facile de les discréditer en mettant leurs réactions sur le compte de la maladie. Depuis 15 ans, le docteur Colin Ross s'intéresse aux essais secrets conduits par la CIA. Il est convaincu que Karen Wetmore fait partie des cobayes utilisés par l'agence dans le cadre du projet MK Ultra. Au début des années 1970, Karen, qui souffre de schizophrénie, est admise dans l'unité psychiatrique de l'hôpital public du Vermont. Elle ne garde que des souvenirs fragmentaires de son séjour. Je ne me rappelle pas grand-chose. C'est assez flou. Je ne sais pas combien de temps j'y suis restée. J'étais à l'isolement, nue. Je me souviens qu'on m'a mis une camisole de force. J'avais terriblement mal aux épaules, aux bras et dans le cou. Cette douleur était atroce. Je me souviens m'être demandé ce que j'avais pu faire pour être traitée de cette façon. En 1995, un psychologue qui suit Karen lui conseille de consulter son dossier médical afin de savoir ce qui s'est passé exactement à l'hôpital. Elle découvre alors qu'on lui a fait suivre un traitement très étrange. C'était effrayant. J'ai subi un viol psychologique. Voilà comment je qualifierais ce que j'ai vécu. Karen découvre qu'on l'a contrainte à porter une camisole pendant 7 mois. Je ne me souviendrai jamais de ce que j'ai vécu à cette période. C'est terrifiant. Karen cherche à en savoir plus sur les médecins qui l'ont suivie à l'hôpital. Un certain docteur Robert W. Hyde est régulièrement mentionné dans le dossier. Au cours de ses recherches, elle découvre un lien entre ce médecin et Sidney Gottlieb, le responsable du programme de manipulation mentale de la CIA. Cet homme était un employé de la CIA
Il dirigeait les projets MK-Ultra. Depuis le début des années 1990, le docteur Colin Ross a traité plusieurs victimes de ce projet. Il a cherché à savoir si Karen avait bien été un cobaye de la CIA. Elle pourrait avoir été sélectionnée parce qu'elle souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité. Les scientifiques du projet MK-Ultra se sont intéressés à la réaction aux stimuli, comme les mots-clés ou les déclics. Une personne atteinte du trouble associatif de l'identité a déjà plusieurs personnalités. Il est donc plus facile d'en faire un tueur répondant aux ordres sans broncher qu'avec une personne saine. Le docteur Ross a établi que les médecins avaient administré du pentylène tétrazole à Karen. Les soviétiques s'en sont servis pour faire parler des prisonniers et leur laver le cerveau. Le dossier médical de Karen indique qu'elle a reçu plusieurs dizaines d'électrochocs consécutifs. Voici le tableau des séances d'électrochoc d'avril 1971 à l'hôpital public du Vermont. On m'a envoyé 30, 30 et 35 décharges en 40 secondes à chaque fois. Plusieurs psychiatres ont démontré que les électrochocs pouvaient conduire à l'amnésie du patient. J'ai rencontré différentes personnes qui en ont souffert. C'est une conséquence avérée du traitement. Pour le docteur Ross, rien ne justifie que Karen ait été soumise à un tel traitement. Il est persuadé que les médecins de la CIA lui ont fait subir des électrochocs pour lui effacer la mémoire. Leur objectif, créer un assassin qui agisse sur commande. Je dirais qu'il y a une forte probabilité pour que Karen Wetmore ait été soumise à des expériences de manipulation mentale par la CIA. J'en suis arrivé à cette conclusion en étudiant le type de médicaments qu'on lui a administré, le traitement aux électrochocs et les diagnostics qui ont été effectués par les médecins qui l'ont suivi. Depuis 12 ans, Karen tente de prouver qu'elle a été le cobaye de la CIA pour faire toute la lumière sur cette période sombre de l'histoire de l'agence et aider d'autres victimes du programme. Je n'arrête pas de me demander si les autres cobayes savent ce qu'ils ont subi et s'ils sont suivis correctement. Peut-être qu'ils ne se supportent plus. J'ai ressenti la même chose autrefois. Est-ce qu'ils pensent au suicide, comme je l'ai fait moi aussi? La CIA n'est jamais parvenue à créer un assassin programmé répondant à toutes les instructions sans hésitation. En 1975, le projet MK-Ultra prend fin lorsque les exactions des agents de la CIA sont révélées. This report should have significant historic importance because it's the first detailed look at how that secret world worked and all of the serious weaknesses within it. Un comité sénatorial dénonce les expériences illégales pratiquées par la CIA. Son rapport provoque une onde de choc dans le monde entier. En plus de ses tentatives pour créer un tueur manipulable à l'envi, l'agence a recruté des assassins chargés d'éliminer des chefs d'État. L'ambiance était électrique. They knew there would be a high risk of an assassination occurring. On ne savait pas que la CIA avait l'autorisation de mener de telles missions. Le comité sénatorial découvre que la CIA avait préparé l'élimination de 5 chefs d'État qui, selon l'agence, agissaient contre les intérêts des États-Unis. Fidel Castro, le dirigeant cubain, en faisait partie. Il a fait l'objet de plusieurs complots d'assassinat. L'un d'eux prévoyait même de le tuer à l'aide d'un cigare explosif. Les auditions du comité débouchent sur des révélations très troublantes dont la trilogie Jason Bourne s'est aussi inspirée.
Dans la scène d'ouverture de La mémoire dans la peau, le spectateur découvre Jason Bourne après sa tentative d'attentat manqué contre un chef d'État africain. La programmation mentale effectuée par Treadstone n'a pas fonctionné comme prévu. Il a refusé d'abattre un homme sans défense. Cet élément précis du scénario s'inspire de la tentative d'assassinat contre Patrice Lumumba, le premier dirigeant africain élu démocratiquement. En 1960, Lumumba devient Premier ministre du Congo après 52 ans d'un régime colonial dirigé par la Belgique. Le nouveau chef de gouvernement est proche des soviétiques. Dans le lourd climat de paranoïa qui règne pendant la guerre froide, la CIA ne peut accepter qu'il reste en poste. Elle décide de le faire éliminer. Les Russes voulaient se rapprocher des Africains. Ils étaient intéressés par les gisements miniers et pensaient qu'il serait facile de s'allier à des peuples qui venaient de conquérir leur liberté. Lumumba était considéré comme une menace. On a voulu le faire passer pour un communiste. En réalité, il militait pour l'indépendance de son pays. Il voulait que le Congo puisse contrôler ses propres ressources naturelles, ce qui a dérangé de nombreux pays occidentaux et notamment les États-Unis. Larry Devlin était l'agent référent de la CIA au Congo. Il vivait dans la capitale, Léopoldville, avec sa femme et sa fille, Maureen. Avant sa mort en 2008, il a parlé du complot d'assassinat à sa fille. Mon père a appris dans un message sibyllin envoyé par Washington que Lumumba allait être visé. Le chef des opérations clandestines de la CIA informe Devlin qu'un officier supérieur doit arriver le 27 septembre. Il se présentera comme Joe, venu de Paris. Joe confie à Devlin une mission qu'il doit exécuter sans poser de questions. Cinq jours plus tard, Devlin accueille l'homme. Il s'agit du docteur Sidney Gottlieb, celui-là même qui a créé le programme de manipulation mentale de la CIA. Sidney Gottlieb dirigeait la branche des services techniques de la CIA. Il avait mis au point une méthode d'assassinat bien éloignée du traditionnel coup de baïonnette ou de la balle dans la tête. Gottlieb annonce à Devlin que Lumumba est un ennemi des États-Unis et qu'il doit l'éliminer. Sidney Gottlieb lui a expliqué qu'il avait l'ordre d'assassiner Lumumba à l'aide d'un poison qui avait été mélangé à du dentifrice. Gottlieb a demandé à mon père s'il connaissait quelqu'un qui avait accès au domicile de Lumumba. Gottlieb affirme que l'ordre vient du président Eisenhower. Devlin doit faire en sorte que l'assassinat ne puisse pas être imputé aux États-Unis. Mon père a tenté de ne rien laisser transparaître. Il n'a rien dit, mais il était très surpris. Il n'avait jamais entendu parler de tentative d'assassinat commanditée par la CIA. Devlin doit faire un choix. Soit il désobéit aux ordres du président américain au risque de perdre son poste, soit il élimine un chef d'État. Dans La mémoire dans la peau, Jason Bourne est lui aussi confronté à un dilemme. Chargé d'assassiner un dirigeant africain, il est pris d'un cas de conscience et fait machine arrière. Larry Devlin a éprouvé les mêmes sentiments.
Il était très perturbé par cette mission. Il était contre l'idée d'assassiner un leader politique et a compris que si la tentative échouait, cela donnerait lieu à un véritable bain de sang. Il se serait senti responsable de ce massacre. Le gouvernement aussi en aurait été responsable. Devlin est un espion, pas un assassin. Il prend le dentifrice empoisonné remis par Gottlieb, mais n'a pas l'intention de tuer Lumumba. Pour que la mission réussisse, il aurait dû avoir accès à la résidence de Lumumba. Or, il ne connaissait personne qui pouvait s'y introduire, ce qui l'arrangeait bien. Il a pu gagner du temps en expliquant qu'il étudiait les lieux et qu'il cherchait à recruter un complice. Il a tout fait pour freiner le projet. Mais le Premier ministre est également considéré comme un ennemi par les Belges et les membres des partis d'opposition congolais. Il n'a donc aucune chance de s'en sortir. 6 mois après son élection, il est enlevé par ses adversaires, fiers de montrer leurs prisonniers aux médias. Pour Lumumba, le calvaire ne fait que commencer. Lumumba a été kidnappé et emmené dans un lieu isolé. Là, il a été passé à la baïonnette et abattu. Son corps a été démembré. C'est une exécution très brutale. Lumumba est tué le 17 janvier 1961. Des documents rendus publics en 2002 laissent entendre que la CIA a aidé les rebelles à le capturer. L'annonce de sa mort provoque des réactions très violentes aux Nations Unies. Je suis triste de constater que mon père n'a pas été entièrement blanchi. Il avait l'impression que personne ne l'écoutait, aussi bien les journalistes que les membres du Congrès. On a continué de le soupçonner d'avoir participé à l'assassinat en secret. Les auditions organisées par le comité sénatorial en 1975 ont permis de mettre fin au programme d'assassinat et de manipulation mentale de la CIA. Si l'on en croit certains rapports, l'armée continuerait de mener des expériences sur la manipulation mentale. L'une des techniques testées, la stimulation magnétique transcrânienne, consiste à envoyer des impulsions magnétiques dans différentes zones du cerveau. Différentes études montrent qu'on peut influencer la perception d'un sujet, altérer son état psychologique et même créer de faux souvenirs en appliquant des impulsions magnétiques au cerveau. C'est une nouvelle ère pour la manipulation mentale. Après les attentats du 11 septembre, les assassinats politiques reviennent à l'ordre du jour. En août 2009, la presse révèle que l'administration Bush avait mis sur pied un projet d'élimination des membres d'Al-Qaïda. Notre objectif est de gagner et nous sommes prêts à tout pour l'atteindre. La CIA a caché l'existence de ce programme au Congrès comme dans la trilogie Jason Bourne. Après le 11 septembre, une réunion a été organisée à Camp David. George Tenet, le directeur de la CIA, y a présenté un programme prêt à être mis en œuvre, appelé le plan d'attaque mondial. Il a dit « Nous retrouverons et éliminerons tous ceux qui participent à des activités terroristes ». Il a obtenu l'autorisation de lancer le programme. Robert Ludlum, auteur du roman La mémoire dans la peau, a admis s'être interrogé sur la pratique des assassinats politiques. Il se demandait notamment si l'élimination d'un ennemi de l'État ne pouvait pas éviter certaines tragédies. Selon Doug Lyman, réalisateur du premier volet de la trilogie, 30 ans plus tard, le débat est toujours d'actualité. Tout le monde aurait préféré que Saddam Hussein soit assassiné, si cela avait pu nous éviter d'être dans la situation que nous connaissons aujourd'hui.
Si vous aviez eu l'occasion de tuer Hitler avant qu'il ne commette tous ses crimes, vous l'auriez saisi, n'est-ce pas? D'accord. Mais qui est habilité à prendre cette décision? Et comment être certain que ça n'ouvrira pas la voie à un tyran plus violent encore? Ce dilemme est au cœur de la trilogie Jason Bourne qui pose cette question. Sommes-nous prêts à accepter que les services secrets mènent ce genre d'action pour notre sécurité? Personne ne veut y réfléchir, tout comme personne ne veut connaître l'origine de la viande qu'on mange. On achète un steak dans un bel emballage en plastique et on ne veut pas savoir comment l'animal a été abattu. C'est la même chose avec la CIA. On est content d'avoir de la viande, mais ne nous dites pas comment vous l'avez obtenue. La trilogie Jason Bourne s'inspire largement de différentes pratiques secrètes de la CIA qui ont été révélées au grand public. Des assassinats politiques et des expériences de manipulation mentale menées à l'insu du gouvernement et du Congrès. 30 ans plus tard, la situation politique mondiale est suffisamment complexe et délicate pour donner du grain à moudre à d'autres scénaristes.